Son nom. Les interventions que nous allons entendre vont d'abord s'attaquer en premier lieu au défi d'assurer la sécurité alimentaire de notre pays face à cette situation de stress hydrique et de raréfaction de ressources en eau et aux changements géopolitiques émergents et en prévision. Ce thème sera traité par notre éminent professeur et collègue Sel Arbi Zegdouni, qui était donc professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et qui était mon responsable au niveau du ministère de l'Agriculture. Je témoigne qu'il a donné toutes ses connaissances et son savoir-faire pour servir avec abnégation et dévouement le secteur de l'agriculture qui est le nôtre pour nous tous. Les autres interventions qui suivent, auxquelles nous allons successivement donner le titre et l'intervenant, après la lecture de la thématique, ils vont s'attaquer dans un premier temps à la description de la situation actuelle de l'effet de la sécheresse sur les ressources en eau dans la région de l'Oriental. J'espère que nous aurons des interventions qui vont nous conduire à comprendre comment nous allons passer d'une situation d'utilisation excessive de cette ressource dans une conjoncture de rareté à une situation de gestion durable qui va permettre aux générations actuelles et futures de vivre paisiblement dans la quiétude. Et je donne la parole à notre éminent professeur, Sel Arbi Zegdouni. Messieurs et Madame les représentantes et les représentants de la société civile qui se sont coalisés, solidaires à organiser cette importante manifestation aujourd'hui, je salue aussi les étudiantes et les étudiants ici présents et je me réjouis de les voir si nombreuses et si nombreux pour une raison toute simple, toute évidente, c'est que notre génération s'approche de plus en plus de fin de vie et on va vous léguer une situation des plus complexes que vous allez devoir affronter et prendre en main pour espérer trouver des issues aux problématiques qui frappent durement notre pays. Je ne voudrais pas entamer mon propos pour partager avec vous un certain nombre d'idées et d'analyses sur lesquelles j'ai travaillé depuis longtemps, depuis pratiquement le début de ma carrière en 1980, lauréat de l'IAV Hassan II, donc en entamant ma carrière sur la problématique des stratégies de l'agriculture familiale en situation aléatoire sous la direction de feu Paul Pascon, que nous avons perdu malheureusement dans un accident de la circulation en Mauritanie en 1985. Et depuis, j'avais pris la responsabilité de continuer après son décès accidentel et tragique, avec Hamd Arif d'ailleurs, d'animer une structure qui se trouvait au sein de l'IAV Hassan II et qui s'appelait Direction de développement rural. Je vous parle dès le début des années 80. Ce n'est que 20 ans après qu'on va commencer à traiter de la question de développement rural et à afficher la mention de développement rural dans l'appellation officielle du ministère avec l'avènement du gouvernement de l'alternance, fin des années 90. J'avais effectué un passage rapide, mais très instructif, à la tête de la direction de l'enseignement, de la recherche et du développement au ministère de l'Agriculture, pour revenir après, jusqu'à la fin de ma carrière, carrière officielle, administrative, d'enseignant-chercheur au département des sciences humaines de l'IAV Hassan II, que j'ai quitté en 2015 au terme j'allais dire, à l'arrivée de l'âge de ma retraite en tant que détaché du ministère de l'Agriculture auprès de l'Institut. Et aujourd'hui, avant d'entamer, donc après ce rappel de mon parcours pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne pourrais me permettre d'entamer mon propos avant d'adresser mes sincères remerciements les plus profonds aux amis
qui se trouve très actif dans cette zone, dans cette région, très importante pour notre pays, pour des tas de raisons d'ailleurs, que vous êtes mieux placés à argumenter que moi. C'est des amis que j'avais croisés, que j'avais côtoyés dès le début de ma formation à l'Institut agronomique Hassan II. Je parle spécifiquement de C. Mohamed Ben Atta et d'un vieil ami, C. Mohamed El-Hamoudi, ou C. Khia, qui étaient des mes anciens. Ils m'ont bisuté. Et j'avais toujours vu en ces amis-là, en ces camarades, on disait camarades à l'époque, des gens engagés, ils l'ont été précocement, ils l'ont toujours été, ils le sont toujours encore aujourd'hui. C'est des gens qui nous ont marqués, notamment la promotion de C. Mohamed Ben Atta avec C. Khiyar ou C. Hamoudi, de cette obligation, je dirais, de notre jeunesse à l'époque, de s'engager et de s'intéresser sérieusement aux questions, au sort et au sort de notre pays, autant sur le plan technique que sur le plan politique. Ce qui, malheureusement, s'est dissipé au fil des années. Il me semble, peut-être que je me trompe, nous avons notre jeunesse, nos étudiants, notre université a beaucoup perdu de cette fonction, de cette dimension, de servir de terreau, de formation certes scientifique, technique, mais également politique. Parce qu'en définitive, toutes les questions débouchent sur les questions politiques et finissent par des interrogations d'ordre politique. Ceci étant, j'ai pensé utile, compte tenu du contexte et de la situation actuelle dans notre pays, de partager avec vous un certain nombre d'idées, et j'ai voulu imprimer à mon propos l'énoncé que j'ai donné à Mohamed, à savoir m'entretenir avec vous sur la question au singulier, mais au pluriel, et je vais expliquer pourquoi, de la question agricole et alimentaire face à des risques, mais aussi à des incertitudes. Et je commencerai d'abord par expliciter les notions de l'énoncé de mon propos. Très souvent, on a tendance à utiliser de manière indistinctive les termes risque et incertitude, alors qu'il s'agit de notions dont la signification est très différente et ils ont des conséquences, des incidences bien différentes. Pour faire vite, rapidement, on parle de risque lorsqu'on a la possibilité et la capacité, j'allais dire, d'évaluer les probabilités pour qu'un événement ou des événements importants se produisent et qui vont avoir certainement des incidences, des résultats et des effets et des impacts. C'est là où on parle de risque, c'est-à-dire c'est une notion qui permet aux décideurs de se donner les moyens et l'information nécessaire qui est disponible pour pouvoir quantifier, évaluer l'occurrence d'événements importants qui ne manqueront pas d'impacter le sort d'une entreprise, d'un pays, d'un territoire, d'une région, etc. À l'opposé, la notion d'incertitude est par définition beaucoup plus complexe dans la mesure où on n'a pas justement, on ne dispose pas de ces éléments d'information et de données factuelles et prospectives qui nous permettraient, j'allais dire, d'avoir une idée sur l'ampleur des événements qui risquent de se produire et qui vont eux aussi impacter notre sort et notre ressort. Donc il faut garder à l'esprit cette différence entre les deux. Et pour illustrer, lorsqu'on se situe dans un cadre d'appréciation des risques et donc de probabilité d'occurrence d'événements impactants, on se donne les moyens, on a les possibilités de prendre ce qu'on appelle des décisions éclairées, c'est-à-dire fondées sur des données fiables, importantes, etc. Donc, et lorsqu'on est dans cette situation d'anticipation et d'évaluation des risques, on est en position
de déployer, de réfléchir, de concevoir et de déployer des stratégies et des pratiques de nature à nous permettre d'atténuer ou de réguler ces événements et de pouvoir répondre efficacement à leurs impacts et à leurs effets. Je vous donne un exemple sur lequel j'avais travaillé toute ma carrière depuis le début et qui m'intéresse toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est la question, malheureusement, qui n'est pas abordée en tant qu'objet de politique publique à ce jour dans notre pays, c'est la question de l'agriculture familiale, notamment dans un pays à dominante aride et semi-aride comme le Maroc, où 80% de son territoire se trouve dans des conditions d'aridité marquées. Quand on parle de zone aride et semi-aride ou de climat aride et semi-aride, la caractéristique majeure de ce type de climat, c'est quoi? Évidemment, c'est la faiblesse des précipitations, c'est les variations des températures, mais surtout le caractère aléatoire, pour ne pas dire hautement aléatoire, des événements climatiques. On peut passer d'une année record en termes de production céréalière, et ça nous est arrivé à maintes reprises, à vivre, à subir une année terrible d'un point de vue climatique et donc de performance agricole qui impacte automatiquement les performances de notre économie dans son ensemble. L'agriculture familiale, sur laquelle on a travaillé en réseau méditerranéen, grâce à la création à l'IAM de Montpellier en 1984, un réseau de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, appuyé par le CIAM, l'Institut international de hautes études méditerranéennes, dont le siège se trouve à Paris, et qui d'ailleurs, le 22-23 octobre, va tenir une grande conférence à Rabat, à l'IAV Hassan II, sur les questions de sécurité alimentaire, de questions environnementales, de souveraineté alimentaire, de technologie, d'innovation. C'est dans les jours qui viennent. Et donc ce réseau, pratiquement où il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Albanie, l'Égypte, la Turquie, l'ex-Yougoslavie, la France, le Portugal, l'Espagne, on a travaillé pendant 10 ans en réseau d'enseignants-chercheurs, des chercheurs sur cette agriculture, et on a dégagé à l'époque déjà ce qu'on avait appelé les invariants du mode de fonctionnement de l'agriculture familiale, qu'on soit en France, en Espagne, au Maroc, on trouve les mêmes stratégies. C'est quoi? Pour faire face au risque du fait que s'il s'agit d'agriculture dont les capacités, malgré tout, restent limitées en termes de capital, de technologie, de foncier, etc. Pour faire face aux aléas, la meilleure réponse, c'est quoi? C'est la diversification. Or, ce que nous constatons depuis quelques années chez nous, il y a une course folle sur la spécialisation et la monoculture, qui n'est pas du tout adaptée à des pays comme le nôtre, et encore moins au tissu essentiel de notre secteur agricole, qui est l'agriculture familiale. L'agriculture familiale, sa force de frappe, et il a résisté même dans les pays de l'ex-bloc soviétique. On n'avait qu'à lire ce qu'avait écrit Tajpich sur l'agriculture polonaise et le paysanat en Pologne. Donc, une des forces de ce type d'agriculture, c'est la diversification. La diversification des activités, c'est-à-dire les revenus ne reposent pas uniquement sur l'agriculture, mais il y a toujours des activités à côté, connexes, annexes, ça dépend. L'autre stratégie d'atténuation des effets des aléas et donc de s'adapter ou de réduire l'impact des risques, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait la multifonctionnalité des productions. C'est-à-dire vous trouvez une culture qui n'est pas destinée uniquement, exclusivement à produire maintenant du grain. C'est la pratique de l'orge déprimée. Quand il y a une bonne saison en début de campagne, on laisse l'orge pousser conséquemment premier et on le fait pâturer par l'élevage, par le troupeau. Et si les conditions climatiques sont probantes, on laisse pousser l'orge pour produire de la paille et du grain. Et je peux vous démultiplier les exemples. Les céréales, ils s'en servent pour l'alimentation humaine, pour l'engraissement des animaux, il y a la paille, toute une série de... Et je vais revenir sur l'importance j'allais dire, d'avoir oublié au niveau des politiques publiques ces aspects-là, liés, comme je l'ai dit,
au tissu le plus large de notre agriculture, qui est l'agriculture familiale. Donc, le risque. Face au risque, on déploie des stratégies. C'est possible, on peut les concevoir et les mettre en œuvre, les suivre, les évaluer, les ajuster. Lorsqu'on parle d'incertitude, la situation est beaucoup plus complexe. Et donc, à défaut de pouvoir disposer d'éléments factuels de nature à nous permettre d'évaluer les risques dans des situations d'incertitude, eh bien, la réponse que les décideurs devraient prendre, c'est travailler sur ce qu'on appelle des scénarios. C'est-à-dire envisager différentes situations et à l'avance, on élabore des stratégies différenciées qu'on va pouvoir réguler, ajuster à la lumière du déroulement des événements. Et pour vous donner le référentiel de mon propos sur cette thématique d'aujourd'hui, pourquoi j'ai évoqué risque et incertitude? Pour moi, le risque, aujourd'hui, majeur, c'est le risque climatique. Ce n'est plus une incertitude. Tous les travaux du GIEC, tous les travaux effectués, réalisés par les institutions nationales, convergent tous sur le fait que nous sommes en train de basculer sur le plan climatique. Il n'y a plus de doute là-dessus. Même chez ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Aujourd'hui, c'est une donne, c'est un fait, c'est que nous sommes en train de subir un changement profond de notre climat, notamment dans la zone méditerranéenne, qui va être la zone la plus impactée négativement par le changement climatique, qui se résume pour moi en deux aspects, deux dimensions. Un, une baisse avérée de ce qu'on appelle les précipitations, qui regroupent et la pluviométrie et l'enneigement. Baisse jusqu'au point où nous atteignons aujourd'hui une raréfaction de l'eau au Maroc, parce qu'on est en dessous des 700 mètres cubes par habitant et par an, selon les données officielles, qui nous interpellent d'ailleurs, parce que ces mêmes données continuent à considérer que le Maroc, durant les 20 dernières années, reçoit toujours 22 milliards de mètres cubes, ce qui n'est pas vrai. Et je ne suis pas loin de considérer que désormais, aujourd'hui, au Maroc, nous sommes en pénurie d'eau, c'est-à-dire en dessous de 500 mètres cubes par personne et par an. Et même si on prend les données officielles aujourd'hui, en moyenne nationale, nous sommes en dessous de 2 litres par personne et par jour. Les données officielles donnent 600 ou 605 mètres cubes par personne et par an. Nous sommes à moins de ça. Ajoutez à cela que le gros des apports des ressources en eau se concentre dans une zone limitée du territoire national. C'est le bassin de l'Oukos et le bassin du Gharb. Donc si on projette les disponibilités en eau selon les territoires, il y a des zones au Maroc aujourd'hui qui sont vraiment en pénurie. Nous sommes en pénurie d'eau. Donc ça, c'est pour ce qui est des incertitudes, j'en retiendrai deux. D'abord, on a déjà vécu une situation qui renvoie à ce type d'incertitude. C'est ce qu'on appelle communément de plus en plus les maladies émergentes. Covid. Et vous avez vu l'impact de cette pandémie sur l'humanité entière. Mais il y a une autre grande, énorme incertitude qui est en train de couver aujourd'hui, c'est les changements d'ordre géopolitique. Il y a une recomposition qui se profile à l'horizon qui fait que peut-être nous allons, je ne sais pas à quelle échéance, ni avec quelle ampleur, c'est que le Maroc, le monde est en train de basculer vers un nouvel ordre mondial multipolaire avec ce qu'on appelle le Grand Sud et les pays du BRICS et ce que certains auteurs qualifient de déclin de l'Occident, qui jusqu'à présent a été dominant à l'échelle mondiale.
Et quand vous croisez les deux, se pose le problème de l'incertitude sur l'évolution des prix et des disponibilités et des échanges internationaux de produits alimentaires essentiels, vitaux. Donc d'ailleurs, lors du Covid, depuis le Covid, on assiste de plus en plus, y compris au niveau des puissances mondiales qui ont toujours défendu la globalisation et la mondialisation et le libre-échange, ces mêmes nations, désormais aujourd'hui, appellent de plus en plus au souverainisme, au protectionnisme, à donner la préférence nationale, à interdire parfois l'export de produits alimentaires, comme ce fut le cas lors du Covid en Inde. Et il a suffi qu'il y ait une crise de guerre entre la Russie et l'Ukraine, et vous voyez qu'est-ce que ça impacte en termes de fluidité des échanges et des cours mondiaux des produits. Et notre pays subit de plein fouet les deux. Il est à la fois, il est en train de vivre déjà l'impact des risques climatiques, et il commence à perdre de plus en plus de sa souveraineté alimentaire parce qu'on s'est mis, désormais depuis 2 années, même à importer la viande à travers l'importation d'animaux vivants. Alors que nos responsables se sont toujours, j'allais dire, sentis satisfaits en claironnant comme quoi nous couvrons nos besoins en produits laitiers, en lait et dérivés et en viande. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On importe massivement le lait en poudre, et on importe même des animaux vivants pour le sacrifice de l'Eid. Et vous n'avez qu'à voir les prix des viandes aujourd'hui au Maroc. Moi, je l'ai dit il y a déjà quelques années, dorénavant, c'est fini la viande au Maroc à moins de 150 dirhams. Et on ne reviendra plus jamais au cours antérieur de 70 dirhams, c'est fini, terminé. Donc, tout ça fait, j'ai parlé de l'incertitude, des risques. Tout ça nous ramène à la question de l'agriculture et l'alimentation. Pourquoi j'ai mis la question, la question agricole, toute seule. J'ai dit la question agricole et alimentaire. Parce qu'il faut rappeler parfois des évidences, c'est utile de les rappeler. Depuis l'existence de l'humanité sur cette terre, l'agriculture, depuis qu'il a commencé à se développer, quelle est sa première fonction? La fonction originelle de l'agriculture, c'est quoi? C'est de produire des aliments. Donc c'est l'alimentation humaine, parfois à travers l'élevage. Mais ça finit toujours dans nos assiettes. C'est vrai que l'agriculture, surtout dans des pays comme le nôtre, et pas seulement, il est multifonctionnel. On dit qu'il a une fonction alimentaire, une fonction économique, une fonction sociale, une fonction environnementale, etc. Mais aujourd'hui, c'est la fonction alimentaire qui revient en force. Laquelle fonction alimentaire est désormais de plus en plus difficile à assurer et à assumer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le soin de gérer d'une manière raisonnée et raisonnable nos ressources productives de l'agriculture. Et depuis quelque temps, j'ai le sentiment, pour ne pas dire la conviction, inconsciemment, et même à travers les discours officiels, je ne sais pas par quel barakat qadir, nous sommes en train de faire une lecture d'une extrême simplification de notre agriculture en ne parlant plus que de l'irrigation. Que de l'irrigation, que des périmètres irrigués, que de l'agriculture irriguée. Et pourtant, à 80%, notre agriculture est pluviale. Première chose. Deuxième chose, on ne parle pas assez du cycle de l'eau. On ne parle pas de la question des bassins versants, de l'aménagement des bassins versants, de la protection des forêts, de la protection des parcours, parce que le cycle de l'eau a besoin de la préservation de ressources en forêt, en parcours et en sol. Et on réduit, je ne sais pas par quel... On fait une lecture tellement réductrice
des bases de l'agriculture, des bases de l'agronomie, et on focalise uniquement sur l'eau. Et on oublie que, or, et je crois la région d'Yelkom, c'est un cas d'école, d'illustration de l'état déplorable, de la dégradation des ressources de base de l'agriculture. Il n'y a pas que l'eau. C'est vrai, l'eau est déterminante, évidemment, mais il n'y a pas que l'eau. Il y a la dégradation des parcours, et qui s'ensuit, la désertification. Vous n'avez qu'à... Vous le vivez, non, on est un peu loin du côté de Rabat, la côte atlantique. Les poussières, les vents qui traversent la Méditerranée, qui arrivent jusqu'à Paris, jusqu'au centre de la France. Il y a le phénomène de désertification des parcours, et lèche. Parce que les politiques publiques ont encouragé le changement de vocation de ces territoires. Et je pèse mes mots. Parce que là aussi, il faut faire attention à ne pas, j'allais dire, vous laisser emporter par les propos qui réduisent la crise que nous vivons aujourd'hui, en matière agricole en particulier, et qui a des répercussions sur le plan national, les propos qui semblent faire porter, passez-moi l'expression, le chapeau de la situation critique que nous vivons au changement climatique. On veut tout expliquer par la baisse des pluies, des précipitations et par l'augmentation de... C'est vrai que les statistiques, les données factuelles montrent clairement que nous basculons vers des situations d'apport d'eau de plus en plus réduites, accompagnées de températures de plus en plus élevées. Quand vous avez le recoupement entre ces deux, la raréfaction s'amplifie parce que l'évaporation augmente, l'évapotranspiration augmente. Non seulement vous avez moins d'eau d'apport, mais vous avez aussi beaucoup plus d'eau qui part avec l'évaporation et sous l'effet de l'augmentation des températures. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que, je suis désolé, les politiques publiques que notre pays a privilégiées ont leur part de responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous voyons en termes de dégradation grave avancée de nos ressources de base, qu'il s'agisse de l'eau, des sols, de la forêt, des parcours et de la biodiversité qui en résulte, de perte de biodiversité qui en résulte. Et je vous donne quelques exemples pour illustrer. Le programme national d'économie d'eau. D'abord, pour votre info, ceux qui ne le connaissent pas, qui ne le savent pas, le programme national d'économie d'eau, Machi Walid, le plan Maroc vert. Le plan national, le programme d'économie d'eau, il a été conçu bien avant 2007, c'est-à-dire bien avant l'adoption du plan Maroc vert. Il y a des années ici, moi-même, on avait travaillé là-dessus à l'époque. Je vous renvoie, stratégie 2020 de développement rural, stratégie à long terme de développement de l'agriculture, qui ont été exposés et approuvés lors d'un colloque national en juillet 1999, à l'époque du gouvernement de l'alternance. On ne vient pas nous dire, le programme national d'économie d'eau, c'est le bébé, c'est l'innovation du plan Maroc vert. Qu'on ne vienne pas nous dire que l'agrégation, c'est le plan Maroc vert qui a introduit l'agrégation au Maroc. Mes amis sont là, il a été DPA, lui-même il était DPF à l'extrême sud du pays, pas pour longtemps, et ce n'est pas la peine de revenir sur les circonstances de son rapatriement, entre guillemets, à l'oriental. L'agrégation, il date de longtemps, aussi bien par des opérateurs privés que par des structures publiques, des politiques publiques. Vous connaissez tous Sostomat, Nora. C'était le gros groupe privé qui a introduit ça depuis les années 40. D'autres exemples illustratifs les cultures sucrières au Maroc. C'est une agrégation où il y avait un dispositif institutionnel organisationnel, où il y avait les sucreries qui réceptionnaient la production et la transformaient. Vous avez les offices régionaux de mise en valeur agricole qui apportaient l'assistance technique, l'encadrement
et l'accompagnement nécessaire, et vous avez le crédit agricole qui préfinançait les agriculteurs. La même chose pour la filière laitière, filière laitière. C'est une agrégation à travers les centres de collecte de lait et les coopératives. Donc, l'agrégation, elle est bien antérieure. Et quand on nous parle aujourd'hui des agrégations, les seuls exemples pour illustrer se trouvent par hasard les mêmes que celles qui existent depuis belle lurette. Quels sont les success stories en termes d'agrégation depuis 2007? Qu'on nous donne des exemples concrets. Est-ce qu'on a réussi l'agrégation en matière de céréales? C'est pas vrai. Est-ce qu'on a réussi l'agrégation d'autres choses, d'autres filières? Je me pose la question. Donc tout ça pour dire, revenir au programme d'économie d'eau. Programme d'économie d'eau, dans sa philosophie, dans sa conception initiale, comme son nom l'indique. Parce que déjà, bien avant 2007, on était conscient de la tendance lourde de la raréfaction des ressources en eau. Bien avant. Bien avant 2007. Et pour vous donner même un repère officiel de haut niveau, 21 juillet 2001, un discours royal, alors que Sa Majesté le roi Mohammed VI n'avait même pas encore bouclé 2 années de règne. Juillet 2021. 21 à Agadir, la dernière réunion du Conseil supérieur de l'eau et du climat. Depuis, il n'y a plus. Et pourtant, c'est un organe qui figure dans la loi. Insister sur la nécessité d'un comportement adéquat vis-à-vis de l'usage de l'eau. Et plus que ça, Sa Majesté avait appelé à une politique de maîtrise de la demande. De la demande. 2001. Nous sommes en 2024. Et nous continuons toujours à courir derrière la politique de l'offre, augmenter l'offre, au lieu de s'attaquer à la maîtrise de la demande et des utilisations. Or, le programme national de l'eau, d'économie d'eau, c'était sans souci. Et où est-ce qu'on consommait le plus d'eau? Depuis le lancement de la politique des barrages et du million d'hectares par feu Hassan II en 1967, avec la promulgation du Code des investissements agricoles en 1969, qui consommait le plus d'eau et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'agriculture irriguée. Et l'essentiel de l'agriculture irriguée, encouragée, développée par le soutien de l'État et par l'effort national, il s'effectuait où? C'est les grands périmètres irrigués, ce qu'on appelle les périmètres de grande hydraulique, dans lesquels il faut distinguer 2 groupes. Il y a 7 et 2. Les périmètres de Dra'ata, Filal, Tchoudil, Warzaza, ils sont différents des autres. Pourquoi? Parce que ce sont des périmètres qui se sont installés sur la base d'une pratique ancestrale de droit d'eau. D'ailleurs, dans ces périmètres, il n'y a pas de paiement de facturation de l'eau. C'est des droits d'eau antérieurs, privés, antérieurs à l'arrivée de l'aménagement de l'État. Les autres périmètres, les 7, c'est là où on consomme le plus d'eau. Et donc, l'économie d'eau, on devait la chercher où? C'est dans les périmètres de grande hydraulique. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même eu un projet soutenu par la coopération espagnole pour tester la faisabilité de l'économie d'eau dans un grand périmètre d'irrigation, c'est-à-dire passer du gravitaire à ce qu'on appelle l'irrigation localisée, ou de prise goutte à goutte. Ils l'ont testé, fin. De quoi là? Et il y avait même un séminaire, il y a même un document officiel du ministère de l'Agriculture en 2008 qui s'est engagé à mettre en œuvre le programme national d'économie d'eau dans les grands périmètres. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a encouragé l'extension de l'irrigation dans les zones bourres, dans les zones d'agriculture pluviale. Vous voyez les incohérences. C'est-à-dire, il m'arrive souvent de le dire, même parfois, je suis excessif. Parce que je me connais, je suis par nature provocateur. Pourquoi? Je crois en la provocation positive, c'est-à-dire, ça encourage le débat contradictoire. En fait, on a instrumentalisé le programme national d'économie d'eau au lieu d'en faire l'instrument d'économie d'eau
dans les périmètres de grande hydraulique, on l'a utilisé, on l'a dévié, on l'a perverti, et je pèse mes mots, en faisant un programme d'extension de l'irrigation en zone d'agriculture pluviale, ce qui fait aujourd'hui, on a une situation inédite. Le sous-secteur irrigué, ce qu'on appelle dans notre jargon d'agronome le sous-secteur d'irrigation. Avant, depuis longtemps, l'agriculture irriguée était structurée principalement sur deux composantes. C'est la grande hydraulique dans les grands périmètres d'irrigation. On a le PMH, les périmètres de petite et moyenne hydraulique. Le mode de fonctionnement est bien différent parce que c'est des périmètres qui ont été aménagés depuis des siècles, des générations, à l'initiative des populations des zones montagneuses et des dires. Et donc, là, aujourd'hui, on a une troisième composante qui a largement dépassé le PMH et qui s'approche de plus en plus des périmètres de grande irrigation chenille. C'est ce qu'on appelle pudiquement l'irrigation chenille privée, individuelle, en dehors des périmètres irrigués. Chenille a la dangerosité de cette fuite en avant en moyennant des subventions de l'État dans le cadre du plan Maroc vert. À 100% quand il s'agit d'exploitation de moins de 5 hectares et à 80% quand il s'agit d'exploitation de plus grande taille. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un monstre. Pourquoi je dis un monstre? Parce que tant qu'on était dans les grands périmètres d'irrigation, on avait trois acteurs. Deux acteurs institutionnels et les producteurs, les agriculteurs. J'avais mon département de l'eau qui maîtrisait les vannes au niveau des lâchers d'eau à partir des barrages. Et j'avais les offices qui contrôlaient et qui facturaient l'utilisation de l'eau dans les périmètres de leur ressort. Et j'avais de l'autre côté la petite et moyenne hydraulique qui était gérée d'une manière endogène, indépendante, par les structures traditionnelles de gestion de l'eau. Ça dépend des régions. Donc c'était en interne. C'était contrôlé. Avec l'extension de l'irrigation individuelle privée, on n'a plus aucun contrôle, ni sur le prélèvement, ni sur l'utilisation de l'eau. D'où, en pratique, en fait, pour faire la part des choses, le process, il ne date pas de 2007-2008 avec l'avènement. Le plan Maroc vert l'a impulsé à l'accélération phénoménale, moyennant les subventions. Mais le process, il faut que je me dise. Parce qu'il faut revenir aux sources de l'information et ne pas un truc de courte durée. Le process a commencé quand? Il a commencé avec le début de ma carrière, en 1980. Qu'est-ce qu'on a vécu pendant 3 années successives, les années 80? On a vécu une sécheresse pendant plusieurs années. Et à l'époque, la sécheresse, il a coïncidé avec quoi? Avec une décision politique dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. C'est le programme d'ajustement structurel qui a conduit, entre autres, à la libéralisation des assolements dans les grands périmètres d'irrigation. Parce qu'avant, les assolements étaient contrôlés. Du moment que la Banque mondiale et le FMI nous a dicté l'obligation de libéraliser et de nous soumettre au programme d'ajustement structurel, on a laissé les agriculteurs faire ce qu'ils veulent de l'eau, qui est un bien public. L'eau n'est pas un bien privé, un bien public. Eh bien, depuis, on nous a dit qu'il faut libéraliser les assolements, il faut encourager l'investissement privé. Qu'est-ce qu'on a fait en 85-86? On a créé le FDA, le Fonds de développement agricole, qui a commencé à subventionner. Et c'est à partir de là que le pompage sur les nappes phréatiques a commencé. Mais il s'est beaucoup amplifié avec l'avènement du plan Maroc. Tout ça pour dire, je m'arrête là, il y a tellement de choses à dire, je suis désolé de... Là, je termine par une autre illustration pour dire la situation actuelle n'est pas uniquement la conséquence du changement climatique. C'est faux, c'est pas vrai. Ce n'est qu'en partie vrai. Les politiques publiques y sont pour beaucoup. D'abord, vous raisonnez un moment avec eux, même pas.
D'abord, quand on voit le Maroc, d'un point de vue démographique, il diminue là, il augmente. Vous avez une population qui augmente, une économie qui se diversifie, une urbanisation qui explose avec son modèle de consommation consumériste. Et au même moment, vous avez une diminution des apports en eau et surtout le maintien par des politiques publiques ou la volonté de vouloir politiquement maintenir les populations rurales dans les zones rurales. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, par les politiques qu'on a suivies, on a entretenu une pression démographique dans le monde rural qui est nettement au-dessus des capacités productives de nos ressources de base. Je vais mettre les pieds dans le plat, surtout que je suis dans l'oriental, les Isaïliens par sa vocation pastorale. Je vais vous donner une autre illustration des effets pervers des politiques publiques. Je ne suis pas en train de dire que les politiques l'ont fait consciemment pour provoquer des problèmes. Ce n'est pas du tout ça. Si les politiques ne se sont pas donné les moyens, ou ils n'ont pas eu la volonté de mettre en place des dispositifs de suivi et d'évaluation pour pouvoir rectifier. Nous avons toujours souffert d'un manque d'efficacité en suivi et à ce jour. Ça va vous étonner, il nous dit ça. Vous êtes une région à vocation pastorale, traditionnellement. Aujourd'hui, je me pose la question sur l'efficacité du programme de sauvegarde du cheptel, qu'on actionne à chaque fois qu'il y a une situation critique de sécheresse. En fait, à vouloir entretenir par la force, entre guillemets, les populations rurales dans les zones rurales, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à subventionner. Et inconsciemment, on a entretenu des sureffectifs d'animaux sur des ressources pastorales de moins en moins productives. C'est-à-dire la politique publique finance la désertification. Inconsciemment. Comme ils l'ont fait pour l'eau, mais le plan Maroc vert. Autre exemple qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Depuis 2 ans, 3 ans, il y avait même un discours royal, parce qu'il avait parlé de la classe moyenne agricole, et il avait parlé de la milquisation des terres collectives. Alors, tout ce qui est en train de se passer maintenant sur les terres, y compris dans les zones de montagne. Comme les gens disent l'État va milquiser, donc privatiser les terres collectives, ils commencent à attaquer les montagnes, ils creusent des puits, ils sont en train de mettre le goutte à goutte, et parce que le lendemain, il va dire « Ah, milquisation, je suis là depuis ». Donc nous sommes en train, involontairement, sans faire attention, à provoquer des dynamiques destructrices de notre potentiel de production. Et je conclue là, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on continue à réfléchir sur le sort et le ressort de l'agriculture, par l'agriculture, pour l'agriculture. Alors que au bout de 40 années de métier, j'ai cette conviction depuis longtemps, déjà le projet SBO. Au lendemain des années d'indépendance, revenait le projet SBO. C'est que, à vouloir... En fait, les solutions aux problèmes de l'agriculture ne sont pas dans l'agriculture. Ils sont en dehors de l'agriculture. Quand j'entends un chef de gouvernement, un ministre qui dit « je vais m'engager pour mettre à disposition des consommateurs marocains des produits agricoles qui soient accessibles aux ménages ». Mais ça renvoie au pouvoir d'achat. Est-ce que le pouvoir d'achat est de la responsabilité d'un ministère technique comme celui de l'agriculture? Le ministère de l'Agriculture, sa responsabilité, c'est de produire, avec efficience, évidemment, avec efficacité. Mais le pouvoir d'achat, il n'est pas de son ressort. On nous parle toujours, et c'est vrai, de la problématique de la commercialisation des produits. Est-ce que les marchés du gros sont du ressort du ministère de l'Agriculture? L'organisation du marché. Donc, il y a une sorte de... à vouloir faire supporter à l'agriculture, mais à la taqata. Et en fait, ce qu'on a raté
Et puis, ça, c'est les politiques publiques, c'est des choix. C'est des choix. C'est qu'on a toujours cru, et on continue à croire, que le monde, l'agriculture est en capacité de supporter la charge humaine du monde rural. C'est impossible. Autrement, l'issue à ça, c'est la création d'activités supplémentaires à côté de l'agriculture. Ça permettra de soulager la pression sur les ressources de base de l'agriculture, et c'est comme ça qu'on peut. Ce qui nécessite un changement radical de nos politiques agricoles et de basculer même l'agricole, le rural. Ça, autrement, on n'ira pas loin. Et je termine par dire, ma conviction, c'est que dans ces conditions-là, notre agriculture n'est en capacité ni de contribuer suffisamment à sécuriser l'alimentation des Marocains, ni, et encore moins, à préserver ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité et la souveraineté. Parce qu'il y a un préalable. Et là, je dirais c'est une œuvre de longue haleine. Et je me permettrai de la qualifier d'œuvre de reine, comme l'INDH. On n'aura pas de solution tant qu'on n'a pas remis à plat notre modèle de consommation. Or, on n'a jamais eu une politique alimentaire dans ce pays. On a besoin d'urgence d'ouvrir un débat national, et c'est sur la base d'un modèle alimentaire qu'on va dire à l'agriculture, voilà ce que tu dois produire en priorité pour le marché national, pour l'export, etc. Autrement, et là, personne n'en parle. Avec le modèle de consommation actuel, et qui est en train de dériver, avec les fast-food, les préférences, c'est-à-dire c'est un programme, c'est une politique, c'est une œuvre de longue haleine d'éducation, de sensibilisation, et il n'est pas destiné à notre génération. Le travail doit être fait avec les enfants qui naissent aujourd'hui, pas avec les vieux que nous sommes, et merci.